Donc l'orateur suivante, l'oratrice suivante, est Laurence Chiche. Merci Laurence de nous parler de transplantation hépatique pour tumeurs bénignes du foie, un sujet rare mais passionnant et difficile surtout. Cet exposé sera discuté par Henri Bismuth. Merci beaucoup Daniel de me donner cette opportunité de parler devant une assemblée si distinguée. Donc je vais vous parler moi aussi de transplantation hépatique, mais d'un petit recoin de la transplantation par rapport à ce qu'Olivier ce dont Olivier vous a parlé, qui est beaucoup plus important. Comme vous le savez, la transplantation hépatique est une intervention qui est de plus en plus pratiquée. En 2013, plus de 1200 transplantations hépatiques réalisées en France. C'est une intervention de mieux en mieux codifiée et qui est maintenant quasi banalisée, au résultat que l'on peut qualifier de très bon. Et j'en profite parce qu'il y a ici une haute concentration de pionniers de cette transplantation qui ont permis ces excellents résultats. Il n'en reste pas moins que la transplantation est une procédure qui reste lourde par sa technicité, je parle de logistique, d'expertise chirurgicale et anesthésique, par ses risques, parce qu'il y a une morbimortalité, et je parle aussi des risques à distance avec la toxicité des immunosuppresseurs, mais aussi parce que c'est contraignant, puisqu'il y a médication et suivi à vie. Et puis la particularité de cette procédure, c'est qu'elle dépend de la disponibilité de greffons, et si le nombre de greffes, comme je vous l'ai dit, augmente, le nombre de receveurs potentiels augmente aussi. Sur ce schéma, vous avez en vert l'augmentation avec les années du nombre de transplantations hépatiques, mais vous avez également en orange le nombre de nouveaux inscrits et en bleu le nombre de candidats à la greffe, une différentielle qui d'année en année augmente. Ce qui veut dire que nous sommes, comme beaucoup de domaines en France, en crise, et nous sommes donc en situation de pénurie, ce qui veut dire que tout greffon est précieux, toute indication est forcément compétitive avec une autre, et toute greffe doit être justifiée, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir d'alternative thérapeutique aussi bonne, et il faut estimer que le bénéfice escompté est optimal, ce qui se calcule en gain de vie, c'est-à-dire la survie spontanée par rapport à la survie post-transplantation, mais également, on pense qu'il faut que la survie soit supérieure au moins à 60%. Ceci signifie que les modalités de répartition et de priorisation des greffons doivent être les plus transparentes et les plus justes possibles. Vous savez, depuis 2007, la règle pour les cirrhoses, c'est le score de MELD, c'est-à-dire d'insuffisance hépatique. Et lorsqu'il n'y a pas d'insuffisance hépatique, ou du moins lorsque ça n'est pas en première position, eh bien, il y a des exceptions au MELD, c'est-à-dire des composantes experts, et en particulier lorsqu'il n'y a pas de cirrhose. Alors, avec tout ce que je vous ai dit, me direz-vous, est-ce que tumeur bénigne, transplantation, est-ce un non-sens, puisque par définition, la fonction hépatique est normale et qu'il n'y a pas de cancer? La réponse, d'abord, elle est théorique. Pas forcément un non-sens, puisque bénin ne signifie pas sans risque. Une tumeur bénigne peut menacer le pronostic vital, comme avec des complications possiblement létales comme l'hémorragie ou la transformation maligne. Et puis la tumeur bénigne peut altérer de façon importante la qualité de vie par la masse tumorale. Il est évident que la résection chirurgicale est la référence en cas de tumeur symptomatique ou compliquée, mais elle peut être non résécable. Et donc là, on en parlait, ce qui est nécessaire, c'est l'hépatectomie totale, donc la transplantation. Et puis, il y a la pratique. La pratique, force est de constater que la transplantation hépatique est faite pour des tumeurs bénignes, puisqu'elle représente en Europe 1,25%, vous voyez une petite niche certes, mais existante, des transplantations hépatiques. Aux États-Unis, 0,9%. Vous voyez sur ce schéma, sur ce petit tableau, que ça se compte quand même en centaines de patients. Vous avez ici l'UNOS, c'est-à-dire l'Amérique et ici l'Europe, avec des délais qui sont différents, c'est pour ça que les chiffres sont si différents. Et vous voyez qu'on regroupe trois grandes indications, la maladie polykystique, les adénomatoses et les angiomes. Donc, essayons de cerner les indications de transplantation hépatique.
La tumeur bénigne unique compliquée qui n'est pas résécable, c'est-à-dire qui est compliquée d'hémorragie ou de douleur, le volumineux adénome, l'angiome extraordinairement géant, l'hyperplasie nodulaire focale monstrueuse comme on l'a vu dans la littérature ou autre rareté, eh bien je crois qu'aujourd'hui, on peut considérer que ça n'est pas une indication. Les progrès de la chirurgie hépatique moderne ont été si prodigieux qu'on peut dire qu'une tumeur unique sur foie-sain est aujourd'hui quasi résécable. Les vaisseaux sont en effet jamais envahis, ils sont refoulés et on a maintenant des moyens qui ont été décrits par de nombreux auteurs de chirurgie majeure, d'exclusion vasculaire, de chirurgie ex situ, de pompe extracorporelle, et il y a ceux qui ont publié, ceux qui n'ont pas publié, bref, des tumeurs absolument gigantesques qui peuvent être enlevées puisqu'on est au ras de la tumeur. Donc finalement, laissons de côté ce premier cas pour nous intéresser à la vraie indication, c'est-à-dire les tumeurs multiples ou les tumeurs sur foie pathologique, ce qui est relativement rare. On va parler de la polykystose, de l'angiomatose et de l'adénomatose, et dedans, vous avez des indications qui sont parfois évidentes, parfois discutées, parfois très controversées, mais c'est vrai que les complications de ces formes multiples peuvent être graves. Il peut y avoir une masse tumorale très importante, certes, ça peut aller de la gêne à la douleur, voire à l'impossibilité de vie, la compression digestive entraînant une dénutrition parfois très importante, ou des compressions vasculaires qui ont leur propre morbidité, hypertension portale Budd-Chiari, c'est ce qu'on voit dans certaines formes de polykystose ou d'angiomatose. Et puis il y a la grande complication qui est la transformation maligne, ou le haut risque de transformation maligne. C'est ce que l'on a dans l'adénomatose, j'en reparlerai, et dans une tumeur qui est borderline, qui est l'hémangioendothéliome épithélioïde, je n'en parlerai pas. Donc ici, la résécabilité est un vrai problème du fait de la multiplicité, de la taille des tumeurs. Elle ne peut passer à ce moment-là que par l'hépatectomie totale, si tant est bien entendu que ce soit nécessaire. Donc je vais voir si ça marche. Oui. Donc là, vous avez une indication que je pense qui n'est pas discutable, un jeune homme qui avait une dyspnée, une gêne très importante, et vous voyez ça, c'est les coupes thoraciques avec le cœur qui est totalement refoulé par une masse hépatique extrêmement importante, qui était une angiomatose hépatique, avec une veine cave totalement comprimée, un énorme segment 1 comme vous le voyez, bref, une angiomatose avec Budd-Chiari, qui entraînait non seulement des douleurs, mais également de l'acide, comme vous pouvez voir, et il était arrivé pour une ponction d'acide qui n'a pas été réalisée, heureusement. Donc, voilà la pièce opératoire. Cette patiente, on l'a greffée l'année dernière. C'était une énorme angiomatose. Il a été greffé sous circulation extracorporelle et sternolaparotomie. Donc là encore, un autre exemple qui est peu discutable. C'était une angiomatose avec un syndrome de Kasabach-Méric. Bref, pour l'angiomatose exceptionnelle, ça arrive. La polykystose hépatique, c'est un tout petit peu plus difficile parfois de prendre la décision. Il y a des indications assez claires qui est la polykystose hépato-rénale au stade d'insuffisance rénale terminale. C'est la bigreffe à ce moment-là foie-rein dans les mutations qui sont bien connues. Beaucoup plus rarement, la polykystose hépatique isolée, la greffe hépatique seule est beaucoup plus discutable car il y a une alternative. En fait, comme vous le voyez, la transplantation, elle se discute dans le type 3, c'est-à-dire des kystes multiples, petits, bilatéraux, avec une masse tumorale qui altère la vie quotidienne, des dénutritions, voire des surinfections de kystes itératives. Elle se discute lorsqu'il n'y a pas d'autres traitements, et les traitements, vous les connaissez, c'est la fenestration impossible dans ces petits kystes multiples, c'est l'alcoolisation aussi, mais c'est également l'embolisation à droite ou à gauche, et finalement l'accès est plus simple lorsqu'il y a une insuffisance rénale, mais vous imaginez bien que quand vous avez cette polykystose faite de petits kystes absolument énormes, eh bien là, il n'a pas d'alternative de résection ou d'embolisation ou d'alcoolisation possible. Et ces femmes ne peuvent ni bouger, ni travailler. Et là, on a une vraie altération avec des nutritions. On a des données, en particulier l'expérience américaine sur 357 transplantations pour polykystose. Vous voyez que les résultats ne sont pas si extraordinaires que ça. Vous avez ici une comparaison avec les autres maladies bénignes transplantées. Et vous voyez que
disons, la règle des talons, c'est la cirrhose biliaire primitive qui est ici. Et vous voyez que les polykystoses, eh bien, même s'il y a la moitié seulement dans cette série de bigreffes, vous voyez que la polykystose hépatique a des résultats qui sont un petit peu moins bons. Et l'expérience européenne qui a été faite sur les données de l'ELTR montre que dans 38% des cas, il y a une difficulté importante à l'exérèse, surtout lorsqu'il y a eu des traitements préalables, mais qu'au total, le résultat est excellent. La morbimortalité doit être prise en compte et surtout lorsqu'il y a des dénutritions importantes ou des interventions préalables ou des procédures préalables qui rendent l'hépatectomie difficile avec, dans ce cas-là, des mortalités opératoires tout de même. Et puis enfin, il y a des indications moins consensuelles dont je vais un peu vous parler. C'est l'adénomatose, c'est une maladie qui est rarissime aussi. Ce sont des adénomes multiples. La définition initiale parlait de plus de 10 adénomes sur un foie sain. Aujourd'hui, ce sont des adénomes multiples sur un foie qui est soit sain, soit vasculaire ou compliquant une glycogénose. Vous avez deux formes, une forme qui est multifocale et assez fruste et une forme qui est franchement tumorale. Il y a deux situations, comme je vous l'ai dit, donc soit un foie parfaitement sain, soit un foie qui peut être pathologique, deux risques majeurs qui sont l'hémorragie et le carcinome hépatocellulaire. L'hémorragie probablement assez fréquent, la dégénérescence probablement moins de 10%. Ces facteurs de dégénérescence, ils sont relativement mieux connus, mais encore pas complètement. La taille, le sexe masculin, l'existence d'une glycogénose et une mutation bêta-caténine, mais il n'y avait jusque-là aucune donnée dans la littérature. On a donc repris à Bordeaux en 2013, sous l'égide de l'ELTR, toutes les transplantations réalisées en Europe, 49 transplantations pour adénomatose, 64% de femmes comme vous voyez, un âge médian assez jeune, et vous voyez que l'indication était essentiellement pour dégénérescence ou suspicion de dégénérescence. Seulement 10% pour des hémorragies impossibles à gérer. Et vous voyez que les résultats sont bons, voire très bons, avec une survie à 5 ans de 90% et une survie de greffon de 81%. Mais notez qu'il y a tout de même 3 patients décédés, qu'il y a eu 5 retransplantations. Et vous voyez ici, 17 patients ont été transplantés pour adénomatose dégénérée, 3 sur 17 seulement ont récidivé, et sur ces malades, 5 seulement avaient une glycogénose. Autrement dit, c'est encore assez peu consensuel, mais on peut dire que dans l'adénomatose, il y a ces formes-là, qui sont des formes qui peuvent être compliquées d'hémorragie itérative. C'est rarissime finalement, moins de 10% dans la série européenne. Il y a des vraies formes dégénérées, qui sont transplantées, et puis il y a celles qui sont à haut risque de dégénérescence. On est en train d'essayer de définir, en particulier avec l'immunohistochimie, ces facteurs de pronostic, mais là encore, il y a du travail à faire. En conclusion, comme je vous l'ai dit, les indications de transplantation pour tumeurs bénignes sont, et doivent rester d'ailleurs, exceptionnelles. Et en revanche, elles doivent être définies au mieux parce qu'il ne faut ni faire prendre des risques excessifs aux patientes, ni manquer justement la transplantation, car il y a des vraies indications légitimes. Ces indications reposent sur des composantes experts. C'est la raison pour laquelle il faut arriver à des recommandations claires et consensuelles. Je vous remercie de votre attention. J'avoue être gêné pour discuter cette communication. Parce que, au fond, Laurent, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Et non, c'est vrai, tu as dégagé les caractères essentiels de cette question qui est pas aussi simple que ça, parce que quand tu vois la revue littérature, il y a des cas qui sont transplantés pour des tumeurs bénignes. Et quelquefois on le voit à des staffs où on présente des malades, ce n'est pas du tout une indication. Et souvent, la taille devient l'indication à la transplantation. Et on a beau dire la taille d'une tumeur bénigne n'est pas une indication à transplantation, c'est à la limite d'ailleurs une indication de résection, mais on peut enlever dans un foie une tumeur unique, quelle que soit sa taille, c'est tout à fait exceptionnel. Et de la première partie de ton exposé, tu as dit ça, pratiquement une tumeur unique, quelle qu'elle soit, angiome peut être enlevé par une résection s'il y a une indication de résection. Voilà. Alors, je dois dire que les deux cas que tu as montrés
sont des cas exceptionnels, certes, mais qui sont des très bonnes indications de transplantation. À Paul Brousse, on a eu un Budd-Chiari. La seule indication d'angiome transplanté était un énorme angiome, mais ça c'est pas la difficulté, mais qui avait entraîné une compression de la seule veine perméable qui était la veine hépatique gauche, avec un Budd-Chiari. On a essayé de mettre un stent dans la veine hépatique, ça n'a pas marché, et elle avait un Budd-Chiari persistant, il a donc fallu la transplanter. C'est exactement identique au cas que tu as montré. Et l'autre cas qui était un adénome, oui, on a transplanté un adénome unique chez un adolescent qui avait entraîné une compression biliaire intrahépatique. Il est placé au milieu du foie. Bon, c'était un peu discutable, mais il avait une cholestase chronique très avancée, et en définitive, on l'a transplanté. Mais ceci pour vous dire à combien c'est exceptionnel. Alors maintenant, si on quitte les tumeurs uniques, on arrive à les tumeurs multiples, et là alors, comme tu l'as montré très justement, il y a indication à la transplantation. Un petit point, est-ce que la polykystose est une tumeur? En passant. C'est une tumeur kystique, oui. C'est une prolifération, donc c'est une tumeur. Donc le kyste simple est une tumeur aussi? Oui. Ah, dès que tu penses ça. Ouais. D'accord, bon, alors on reste. D'accord. C'est un Oui, d'accord. C'est tumoral, disons. C'est tumoral. Non, je termine en disant la chose suivante. C'est simplement, je pense qu'il faut arriver à faire passer ce message. C'est d'abord l'indication d'une intervention chirurgicale doit être bien pesée chez une tumeur bénigne. Deuxièmement, quand il y a une bonne indication, c'est une chirurgie d'expert, parce que ce n'est pas l'indication d'une hépatectomie, l'indication d'une énucléation, même pour des tumeurs bénignes. Il y a des gens qui ne le font pas, qui a à faire de la chirurgie majeure, alors que c'est une tumeur qu'on peut tout à fait énucléer. La marge de sécurité est zéro par définition d'une tumeur bénigne, et donc c'est pas la peine de resséquer du foie, si on part ça. Et troisièmement, ce que tu dis, c'est que les indications, même pour des formes compliquées, les formes multiples, doivent être exceptionnelles. Enfin, c'est une chirurgie d'expert. Voilà, j'insiste beaucoup. Ah non, je voudrais faire deux commentaires. Bon, premièrement, je ne vais pas raconter des histoires et des cas cliniques. La deuxième chose, je ne suis absolument pas impressionné par d'excellents résultats d'une transplantation pour des pathologies qui n'ont peut-être pas besoin d'être transplantées. C'est-à-dire, justement, quand il n'y a pas de récidive, on peut se demander si véritablement il y avait une nécessité de transplantation. Et le troisième élément qui est important, c'est effectivement, c'est un cas d'expert, mais à condition de connaître bien la maladie. Tu sais parfaitement quand même, je ne vais pas parler des lésions bénignes, des lésions uniques, mais dans les lésions multiples, toutes n'ont pas un risque de dégénérescence. Ça dépend, il y a des malades qui ont des lésions multiples à type graisseuse qui n'ont pratiquement aucun risque de dégénérescence. Deuxièmement, je crois qu'il faut dire que la glycogénose n'est pas un facteur de dégénérescence, et j'aurais été intéressé de savoir sur les cas de glycogénose combien on a trouvé de lésions malignes, et qu'au fond, finalement, après avoir un peu creusé, il y a deux indications de transplantation qui sont très claires. C'est lésions multiples chez un homme non réséquable. Ça me paraît une indication de transplantation. Et la deuxième indication de transplantation qui est très claire, c'est lésions multiples chez une femme avec une anomalie vasculaire. Un shunt porto-succès hépatique ou une anomalie vasculaire. Dans ces cas-là, d'abord, on ne peut pas resséquer, et dans ces cas-là, il n'y a pas de discussion, il faut les transplanter. Sinon, chez les autres, et y compris pour les hémangios endothélium épithéliaux, je suis prêt à en parler, sinon chez les autres, je trouve que c'est abusif, et que vraiment, la transplantation, c'est absolument, absolument, absolument exceptionnel. Ça doit être exceptionnel, et je serais curieux d'analyser les cas, de voir si véritablement ce qu'il y a. Voilà. Je peux répondre? Ah oui, tu dois répondre. Oui, je peux répondre parce que manifestement, je me suis très très mal exprimée puisque j'ai l'impression que vous pensez que j'ai dit qu'il fallait transplanter toutes les adénomatoses. C'est vraiment le contraire. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec vous. J'ai pas eu le temps parce que le temps est court sur l'adénomatose, mais j'ai fait cette étude parce que j'entendais, et ça ne repose sur rien, que la glycogénose est un facteur de risque. Sur la série, vous avez raison, il n'y a pas de différence significative entre les glycogénoses et les non-glycogénoses. Deuxièmement, effectivement, il y a dans la série
comme je vous l'ai marqué, 33% de dégénérescence. Alors quand vous dites s'ils ne récidivent pas, c'est qu'il ne fallait pas les transplanter. Ça, c'est faux. Ils ont effectivement, il y a 17 patients qui ont... Oui, vous exagérez, mais ça, c'est votre charme. Donc, il y a 17 patients qui ont dégénéré et effectivement, 3 seulement ont récidivé. Ils avaient des invasions vasculaires, etc. La vraie question, c'est de détecter ceux qui sont à haut risque. Et vous savez comme moi que l'immunohistochimie, le bêta-caténine, c'est vrai, c'est important. Mais cette série montre également que l'immunohistochimie n'est pas la reine. C'est-à-dire qu'il y a des HNF1-alpha dégénérés, il y a des bêta-caténines dégénérées et il y a des inflammatoires dégénérés. Et plus encore, il y a des adénomatoses où vous avez des HNF1-alpha à côté d'inflammatoires, à côté de bêta-caténines. Ça n'est pas simple. Et puis, passer chez une femme comme on a eu, je suis désolée, c'est un cas clinique, vous n'aimez pas ça, mais je le montrais pour illustrer et montrer des jolies photos. Donc, simplement, on a eu une patiente, 22 ans, qui avait cette adénomatose multifocale avec des adénomes inflammatoires qui avaient saigné, dont un changé bigrement à l'IRM. Eh bien, cette patiente-là, on a un peu peur qu'elle récidive, qu'elle se transforme. Et effectivement, elle s'est transformée. Quand on l'a transplantée, elle avait 10 CHC sur son foie. On a un peu regretté de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà. Donc, c'est une vraie question. Très peu dégénèrent, mais il y en a qui dégénèrent. Merci Jacques d'avoir challengé Laurence. Et Laurence, bravo, bonne réponse. Oui. Je m'arrête là. Vous voulez ? Moi, simplement une chose très courte. Vous avez parlé de polykystose et vous oubliez de citer l'échinococose alvéolaire qui peut envahir la totalité du foie et qui peut, maladie parasitaire, être l'indication d'une transplantation. Là, pour le coup, j'ai considéré que ce n'était pas une tumeur. Bien. Juste très... Laurent, j'ai une question sur... ça rejoint en fait la grande révolution de l'adénomatose, c'est la classification moléculaire. Ce qui a... Oui. Voilà, la grande révolution des 5 dernières années, c'est la classification moléculaire. Je voudrais savoir si tu penses qu'il y a une indication en alternative à la greffe à resséquer certaines dans des formes polyadénomatoses, certaines plus grosses tumeurs pour faire la réduction tumorale et pour surtout étudier le profil. Je suis complètement d'accord avec toi. Oui, bien entendu. Ça existe. Le sujet est étroit, mais grosse rotation. Moi, j'appelle ça l'effet Laurence Chiche.